Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui à la fois reprend une forme qui existe préalablement, qui est ces top 10, ces top 10 de les livres qui m'ont fait pleurer, mes plus belles histoires d'amour, mes poèmes favoris, enfin des choses comme ça. Sauf que là, j'ai décidé, comme on est au mois d'avril et qu'au mois d'avril il y a le 1er avril qui est un jour fabuleux dans l'année où on a des super blagues et plein de poissons. C'est faux, j'aime pas le 1er avril. En revanche, en littérature, il y a une catégorie que j'aime beaucoup et dont je ne parle jamais, ce sont les livres drôles. Mais attention, certains livres drôles, certains ouvrages très particuliers que j'appelle des ouvrages intelligents. Alors on m'a déjà dit oui, c'est prétentieux de dire ça. Franchement, c'est juste pas prétentieux en fait, c'est chacune son humour. Au vu de certains ouvrages, c'est un humour qui est quand même assez accessible à toutes et à tous et dont certains disent même que c'est scabreux et dont certaines intellectuels ne raffolent absolument pas. Donc bon, écoutez, on ne peut jamais être d'accord avec la majorité de toute façon. Là, je vous ai fait une belle petite liste, une belle petite sélection d'ouvrages qui m'ont fait rire à la lecture, qui m'ont vraiment fait rire, que j'aimerais relire avec plaisir un jour. J'en ai même sélectionné quelques-uns que j'aimerais lire et qui, je pense, s'inscrivent dans cette veine-là de l'humour. Et bien écoutez, c'est parti, je regarde ici parce que ma pile est juste là. Commençons, rions un peu, sortons des sentiers battus. Si on commence par les classiques, il y a Gargantua de Rabelais qui moi m'a fait beaucoup rire. Gargantua, je vous en avais parlé dans une vidéo sur mon ancienne chaîne où j'abordais les livres que j'ai lus à l'école, ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai détestés, et Gargantua fait partie des livres que j'ai vraiment aimé découvrir à l'école. Et je pense que si je ne l'avais pas découvert avec la professeure de littérature que j'avais, je n'aurais vraiment pas accroché, mais pourtant moi ça l'a vraiment fait. Gargantua, ça a très vite pris. En même temps, il faut dire que mon année du bac, on avait Tous les matins du monde, donc excellent. On avait À la lumière d'hiver de Philippe Jacotet. On avait surtout Les mémoires de Gaulle et on avait Gargantua. C'est le 3e ouvrage que j'ai étudié quand j'étais en terminale et quand on est arrivé à Gargantua, c'était une telle respiration. Ça annonçait le printemps après ces mois d'hiver où on avait étudié De Gaulle. Et ben j'ai un très bon souvenir de ma lecture, de ma découverte de Gargantua et de Rabelais. J'ai beaucoup aimé à la fois le style, à la fois les réflexions, à la fois l'humour qui est parfois un peu scabreux et l'extrait en fait que je vais vous lire, de toute façon c'est l'un des extraits les plus scabreux du livre qui bien souvent décourage les gens ou que les gens se disent mais comment ça a pu être écrit dans un livre, puisque c'est le fameux épisode du torche-cul. Gargantua, c'est l'histoire d'un géant, donc Gargantua, fils de géant, prince, et qui va découvrir la vie aux côtés de maîtres. On voit aussi les moines de l'abbaye de Seuilly. On a toute une réflexion sur la société de la Renaissance qui me plaît beaucoup. Rabelais n'y va pas de main morte, que ce soit avec n'importe quelle catégorie sociale, et ça fait plaisir et ça fait du bien. Moi, il y a une maxime latine que j'aime beaucoup, c'est castigat ridendo mores. On corrige les mœurs de la société par le rire, et je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus important que cette maxime, et pour moi Rabelais s'inscrit vraiment dans cet axe-là, et il corrige la société par le rire, il montre les défauts de sa société, du monde dans lequel il vit, par vraiment des épisodes grotesques, scabreux, peut-être parfois qui sont trop, où on va parfois peut-être dans quelque chose un peu d'absurde, mais vraiment moi j'ai trouvé ça délectable. Et bon allez, je ne vous fais pas languir davantage, ou en tout cas si vous détestez Rabelais, je ne vous fais pas subir un supplice plus long. Et passons tout de suite à l'épisode du torche-cul. Chapitre 13. Comment Grangousier reconnut à l'invention d'un torche-cul la merveilleuse intelligence de Gargantua. Sur la fin de sa 5e année, Grangousier, retour de la défaite des Canariens, vint voir son fils Gargantua. Alors il fut saisi de toute la joie concevable chez un tel père, voyant qu'il avait un tel fils, et tout en l'embrassant et en l'étreignant, lui posait toutes sortes de petites questions puériles. Et il but à qui mieux avec lui et avec ses gouvernantes, auxquelles il demandait avec grand intérêt si, entre autres choses, elles l'avaient tenu propre et nette, ce à quoi Gargantua répondit qu'il s'y était pris de telle façon qu'il n'y avait pas dans tout le pays un garçon qui fût plus propre que lui. « Comment cela » dit Grangousier. « J'ai découvert, répondit Gargantua, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu. »« Quel est-il » dit Grangousier. « C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Une fois, je me suis torché avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais bon vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement.
Une autre fois avec un chaperon de la même, et le résultat fut identique. Une autre fois avec un cache-colle. Une autre fois avec des cache-oreilles de satin de couleur vive. Mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le trou du cul à l'orfèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa lorsque je me torchais avec un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis alors que je fiantais derrière un buisson, je trouvai un chat de Mars et m'en torchai, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. Ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère, bien parfumés de bergamote. Puis je me torchai avec de la sauge, du fenouil, de l'aneth, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de bêtes, de vigne, de guimauve, de bouillon blanc. Si vous voulez découvrir quel est le torche-cul le plus efficace pour ce brave Gargantua, n'hésitez pas surtout à découvrir Gargantua et Pantagruel de Rabelais. Un autre classique très connu qui est étudié au lycée mais que incroyablement je n'ai pas dans ma bibliothèque ici, c'est Candide de Voltaire. J'ai découvert Voltaire en première avec le conte philosophique et j'avoue que ça a très bien marché sur moi, Candide. Et pourtant je pensais détester Voltaire. Oui, parfois j'ai des a priori, souvent j'ai des a priori en fait, sur les gens, mais aussi sur les auteurs et les autrices, surtout les auteurs. Et je pensais vraiment, fondamentalement, foncièrement détester Voltaire, que je n'allais pas aimer Candide, que je détesterais tout ce que Voltaire a pu écrire, et en fait vraiment, Candide et les contes philosophiques de Voltaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans Candide, je trouve qu'il y a un petit peu de Rabelais aussi qui s'y cache, et Candide c'est l'histoire de ce jeune garçon qui va vivre un parcours initiatique, et avec son maître Pangloss qui a pour définition tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible et qui répète cette phrase inlassablement alors qu'en fait eh bien c'est tout à fait faux et qu'il y a moult péripéties qui s'en suivent. Il y a l'autodafé, il y a à la fin le fait de dire qu'il faut cultiver son jardin. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le conte philosophique, et voilà, je ne peux que vous recommander de lire Candide. C'est frais, c'est drôle et il y a matière à penser. Alors cette fois-ci, c'est un auteur classique du XXe siècle italien qui est Italo Calvino que je vous recommande. J'adore Italo Calvino. J'aime beaucoup le Baron Perché, le Vicomte Pourfendu. Tout ce qu'a écrit Calvino est intelligent. À nouveau, on est dans une veine, je l'avais découvert justement, c'était la lecture cursive qu'on avait à faire en même temps qu'on lisait Candide. Et j'aime beaucoup cette plume, j'aime beaucoup cet humour, cette intelligence, moi je trouve que c'est tout de même assez fin tout en étant extrêmement grotesque et il faut être extrêmement habile pour produire des œuvres comme ça et Calvino le fait à merveille. Lisez et découvrez Italo Calvino. Personnellement c'est vraiment le Vicomte Pourfendu qui m'a fait le plus rire et c'est à nouveau intelligent, il y a des réflexions sur la société, il y a des réflexions sur l'homme et c'est ce que j'aime avec ces ouvrages qui font rire, c'est à chaque fois pouvoir me pencher sur la société dans laquelle j'évolue et me dire alors est-ce que ça a changé? A priori non, puisque ça me fait toujours rire. Je vous parle d'un auteur que j'aime beaucoup qui est Martin Millar, notamment avec Les Petites Fées de New York, mais il a aussi écrit La Déesse des Marguerites et des Boutons d'Or. Je vous ai déjà parlé de ces deux ouvrages dans d'anciennes vidéos sur l'ancienne chaîne que je vous référence. C'est un auteur écossais qui est... On sent que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Ici, dans Les Petites Fées de New York, on suit deux petites fées écossaises qui débarquent à New York, comme le dit le titre, et qui partent aussi en quête initiatique et qui se brouillent à leur arrivée à New York, et chacune part vivre chez un humain différent. Et c'est drôle, moi j'aime beaucoup parce que il y a une irrévérence qui me plaît, qui me parle chez Millar, que ce soit dans Les Petites Fées de New York ou dans La Déesse des Marguerites et des Boutons d'Or, cette fois-ci qui parle d'une pièce de théâtre d'Aristophane qui doit se faire, mais Aristophane ne trouve pas le sujet. Il y a une nymphe qui est exilée, il y a les dieux qui s'en mêlent, c'est très drôle. À nouveau, c'est toujours à la limite, c'est toujours parfois scabreux, mais ça fait du bien aussi d'avoir des auteurs comme ça qui utilisent ces sujets-là et qui savent le mettre en lumière sans que ce soit poète et juste vulgaire. Moi je trouve que c'est jamais vulgaire. On est à la limite parfois, mais pour moi c'est jamais vulgaire et ça me fait toujours rire, ça me fait toujours éclater de rire, ça me fait toujours sourire. Et c'est parce que ce n'est pas gratuit. À chaque fois dans les textes là, il y a autre chose. Il y a un fond qui est toujours très intéressant, et chez Martin Millar en plus on a c'est de la fantasy qu'il écrit, hein. Donc on a cette fantasy à l'anglaise, un petit peu à la Gaiman aussi dans son écriture, avec des références donc à la Grèce antique, au théâtre antique, et il est extrêmement bien référencé et documenté pour La Déesse des Marguerites et des Boutons d'Or, mais aussi ici avec Les Petites Fées de New York où on sent que c'est un passionné
par son pays, enfin par sa région qui est l'Écosse, et qu'il a une culture incroyable aussi du petit peuple, des fées, et ça fait plaisir en fait d'avoir des auteurs aussi cultivés, référencés, mais qui ne se servent pas de tout ça juste pour écrire des choses extrêmement dramatiques. Par exemple à la Yeats, si je pense à un auteur qui parle aussi de folklore celte, voilà, là on a deux manières tout à fait différentes de les traiter. 1. Dini. Un ennemi de l'humanité en surcharge pondérale, était le pire violoniste de New York, mais se trouvait pourtant occupé à jouer comme un pied lorsque 2 mignonnes petites fées trébuchèrent par sa fenêtre du 4e étage et vomirent sur sa moquette. Désolé, fit l'une. T'en fais pas, fit l'autre. Je suis sûre que pour les humains, le vomi de fée sent la rose. Entre-temps, Dini avait largement eu le temps de se propulser dans l'escalier, dévalant les étages à une vitesse croissante. « Il y a 2 fées qui sont rentrées par ma fenêtre et qui ont dégueulé sur ma moquette !» hurla-t-il en déboulant dans la 4e rue, assez peu conscient de l'effet produit sur les passants, avant que des éboueurs, trimballant des sacs poubelles vers leur camion, ne s'arrêtent pour se marrer. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Là-haut, s'étrangla Dini, 2 fées, avec des kilts et des violons et des petites épées et des kilts verts. » Les éboueurs le fixaient, Dini ravala sa tirade décrescendo. « Hé !» gueula le conducteur du camion poubelle, « au lieu de parler à cette grosse tante, au boulot, maniez-vous le cul !»« Mais non, mais c'est vrai !» protesta Dini, mais plus personne ne l'écoutait. L'air hagard, Dini chercha désespérément à retenir les éboueurs du regard. « Ils ne m'ont pas cru, se dit-il. Évidemment, je ne me crois même pas moi-même. » Au coin de la rue, 4 portoricains tapaient dans une balle de tennis. Leur regard apitoyé se dirigeait sur Dini. Vaincu par le ridicule, Dini battit en retraite dans le vieux théâtre situé au rez-de-chaussée de son immeuble. « J'ai droit au respect de mon intimité, grogna-t-il, et de ma santé mentale. » Il décida d'aller acheter de la bière à l'épicerie d'en face. « Mais si je trouve 2 fées chez moi quand je remonte, ça va chier. » Un autre auteur que j'aime d'amour, qui est publié aux éditions du Tripod, j'ai lu 2 de ses ouvrages, j'ai un 3e qui m'attend dans ma palle, et il y en a un 4e qui a été publié en fin 2020. Et cet auteur, c'est Andrus Kivirak, qui est un auteur estonien qui a une bibliographie assez incroyable. Si vous allez sur sa page Wikipédia, et en français, on n'a que 4 de ses livres qui nous ont été traduits. Pourtant, c'est aussi un auteur de théâtre et j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemblent ses pièces. Ce que j'aime beaucoup chez Andrus Kivirak, c'est avec quel brio il utilise le folklore russe, le folklore estonien en tout cas, le folklore slave, pour le mettre dans ses histoires. On a toujours le diable qui est très présent, et c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver chez des auteurs comme Nicolas Gogol dans ses nouvelles. Vraiment, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est truculent. À chaque fois que le diable fait son apparition et qu'il est en commerce avec les humains, on n'est pas dans quelque chose comme Faust ou comme dans le portrait de Dorian Gray, dans l'imaginaire germanique ou britannique où c'est tout de suite très grave, où le diable a une prestance, a quelque chose comme ça. Non, ici, le diable est presque un être comme les autres, il a seulement quelques facultés supplémentaires et les humains commercent avec lui de manière extrêmement banale. J'aime beaucoup Andrus Kivirak, je l'ai découvert avec Le Papillon qu'on m'avait offert, puisque ça parle d'un jeune homme qui veut devenir comédien et qui s'embarque comme ça au 19e siècle en Estonie pour devenir comédien dans un théâtre, et le diable est très présent. Il y a toute cette ambiance en fait que j'aime beaucoup chez Andrus Kivirak, qui parle de son pays, et moi ça me plonge dedans à chaque fois. Je voyage quand je lis un de ses ouvrages, je voyage et je ris, que demander de plus. Et ici avec Les Groseilles de novembre, qui est une chronique de quelques détraquements de la contrée des Crates, je pense que je me le relirai cette année en novembre, puisque c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour vous avez un chapitre en fait, du 1er novembre jusqu'à la fin du mois, donc au 30 novembre il y a un chapitre par jour à lire, et c'est vraiment délectable à lire comme ça, ces chroniques là. Là je vais vous lire un extrait du 4 novembre et je vous le recommande. Les Groseilles de novembre, c'est une histoire tout à fait improbable d'un village avec des Crates. Donc les Crates, ce sont ces créatures là qui peuvent aller voler des choses aux gens, et pour avoir un Crate il faut vendre un petit bout de son âme, enfin juste une goutte de sang à Satan, et donc le diable arrive souvent dans ce village. Les gens ne s'aiment pas, à nouveau il y a des choses un petit peu scabreuses parfois, enfin vraiment je vous recommande de découvrir Andrus Kivirak pour la richesse de la langue et du folklore en tout cas. Bon, moi j'adore, moi ça marche beaucoup sur moi. 4 novembre, dimanche matin, de nombreux habitants du village s'apprêtaient à partir pour l'église. Le temps était étonnamment agréable pour un mois de novembre. Certes le soleil ne brillait pas, mais au moins il ne pleuvait ni ne neigeait, et le vent n'entaillait pas les chairs comme un couteau de boucher. Ainsi le nombre de paroissiens désireux d'aller au culte était plus important qu'un dimanche ordinaire. Même le granger avait enfilé sa nouvelle veste et se préparait à partir. « Pourquoi diable veux-tu aller à l'église »
Je ne comprends pas, s'étonna le crâne Giuseppe, installé sur le poêle. À quoi cela te sert-il d'entretenir des relations avec Dieu? Tu lui adresses des prières, mais que t'a-t-il donné en contrepartie? Avec le diable, au moins, c'est toujours utile de faire des affaires. Tu lui donnes ton sang, et lui te procure en échange quelque chose dont tu as cruellement besoin. Pas la peine de le prier ni de l'implorer. C'est un marché tout ce qu'il y a de plus clair et honnête. À l'église, on rencontre du monde, dit le grand G. Et ne va surtout pas croire que Jésus n'a aucun pouvoir. Dans certains domaines, il a des choses très utiles à offrir. Par exemple, si on se fait attaquer par un démon, un moyen très efficace de s'en débarrasser est de le frapper avec un cierge volé à l'église. Moi, je glisse toujours un cierge dans ma botte quand je sors pendant la nuit. Si je reste du côté de la littérature russe, on va dire, il y a aussi Psenkovski avec Les Travailleurs de l'Enfer et notamment sa nouvelle Une grande réception chez Satan dont je vous ai parlé cette année sur la chaîne à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. J'adore. Pour vous dire, j'ai tellement aimé cette nouvelle que je l'ai réécrite, adaptée en pièce de théâtre pour la faire jouer à mes élèves qui sont des enfants de primaire. Et elles adorent, ça marche très très bien sur eux. Bon, bien sûr c'était adapté puisque les références culturelles ne sont plus du tout les mêmes, mais ça marche tellement et c'est si drôle, une grande réception chez Satan. Donc c'est Satan qui est comme ça sur son trône des enfers et il va faire audience à ses émissaires, à ses diables, à ses ministres, et qui ont chacun une spécialité, qui sont chacun délégués en quelque chose. Il y a le démon des émeutes, il y a le démon de la presse, il y a le démon de la littérature, et c'est celui que j'ai décidé de vous lire là, qui est il s'appelle Pointillé, ce démon-là. Et à nouveau, c'est très intelligent dans l'écriture. Aussi, Psenkovski détourne avec brio la religion catholique et met un point d'honneur à montrer à quel point la société de son époque et de son temps est juste complètement corrompue sur tous les points. Et voilà, à nouveau, Castigat ridendo mores, que voulez-vous que je vous dise? Comment te portes-tu, mon cher Pointillé? Lui dit Satan. Point d'exclamation, point de suspension, point d'exclamation, point d'exclamation, point de suspension. Le très humble serviteur, point de suspension, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, de votre sinistre obscurité, 6 points d'exclamation, 2 points. Voilà longtemps que nous ne nous étions pas vus. Hélas! Point d'exclamation, point de suspension, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point de suspension, 6 points d'exclamation, 2 points, point d'exclamation, j'ai souffert, point de suspension, 3 points d'exclamation, point de suspension, j'ai affreusement souffert, 6 points d'exclamation, 3 points de suspension, point d'exclamation, 3 points de suspension, point d'exclamation, suspension, exclamation, une obscure moiteur s'est infiltrée à travers les cloisons de mon âme, point virgule, une humidité sépulcrale s'est engouffrée dans mon cerveau, virgule, telle la trahison, virgule, et mon imagination inerte, virgule, suspendue dans le brouillard lourd, virgule, humide et glacé de la maladie, virgule, ne scintillait plus que d'un faible éclat, virgule, livide, virgule, frémissante et vacillant, virgule, pareil au terrible sourire de la fatalité qui paralyse sa proie de son dard acéré, virgule, telle une veilleuse introduite par la main d'un proscrit dans un air meurtrier, d'une puanteur abominable, virgule, remplie de cadavres en décomposition et de squelettes ricanants. 3 petits points. Qu'est-ce que cela veut dire? S'écria Satan stupéfait. Cela veut dire, point d'exclamation, point de suspension, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension. Cela veut dire que j'ai eu un rhume. Restons chez nos amis les Russes avec cette fois-ci une pièce de théâtre qui est peu connue, qui est Le Mandat de Nikolai Herman, qui est la toute première pièce que j'avais travaillée lors de mon tout premier cycle au conservatoire. Je n'ai rien lu depuis de Nikolai Herman, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, je crois que c'est sa seule pièce et qu'il est mort assez tôt. Et là, le communisme s'en prend plein la tête, c'est tellement drôle, on est dans une famille de petits bourgeois. À la fin de la révolution russe, Nikolai Herman se sert aussi du personnage d'Anastasia qui arrive. En fait c'est un Tchekhov, en fait c'est du Tchekhov mais drôle, Nikolai Herman, c'est vraiment quelque chose comme ça, c'est la cerisée mais version drôle, puisqu'on a toute cette famille bourgeoise avec la mère et qui va devoir vivre en communauté dans son appartement, partager son appartement, qui va devoir afficher un portrait de Karl Marx et enlever ses tableaux de maître. Enfin c'est vraiment très très drôle comme pièce de théâtre, ça change de ce qu'on peut lire et des auteurs russes, et ça change de Tchekhov surtout. Je n'aime toujours pas Tchekhov, désolée. Nadejda Petrovna. Qu'est-ce que tu as à crier? Pourquoi tu piailles comme ça, je te demande? Où te crois-tu, dans la rue ou chez nous? Nastia, Nadejda Petrovna, tais-toi quand on te parle. Tu aurais dû naître grenardier, pas cuisinière. Ne réplique pas. Pourquoi tu n'arrives pas quand on t'appelle? Hein? Je parie que tu lis encore des livres? Dis donc, c'est pour te payer des livres que moi je te paie des gages? Hein? Pavel Sergueïevitch, reprenez votre souffle, maman. Nastia, je voulais vous demander.
Vous avez, dites-moi, des amis de la classe ouvrière qui viennent vous voir. Nastia. Je suis demoiselle, Pavel Sergueïevitch. Pavel Sergueïevitch. Je ne parle pas de ça, je vous demande. Vous avez des amis de la classe d'ouvrière. Nastia. Les demoiselles non mariées n'ont pas d'amis. Nadejna Petrovna. Natska, arrête de mentir. Nastia. Nadejna Petrovna, j'ai servi chez plein de maîtres et jamais ils ne m'ont vu des amis, vous pouvez vérifier. Nadejna Petrovna. Natska, arrête de mentir, on te dit. Nastia. Si c'est d'Ivan Ivanovitch que vous parlez, Nadejna Petrovna, ce n'est pas du tout un homme, c'est un locataire. Nadejna Petrovna. Pardon? Nastia. Et si qu'il m'a fait venir dans sa chambre, c'est juste seulement pour un agrandissement du buste. Varvara Sergueïevna. Hein? Pavel Sergueïevitch. Pourquoi? Nastia. Pour un agrandissement du buste. Varvara Sergueïevna. Hein? Nadejna Petrovna. Tu es tombée sur la tête, Natska. Moi je marie ma fille légitime et toi tu fais de la débauche dans ma maison? Dis donc, c'est pour qu'on t'agrandisse le buste que moi je te paie des gages? Hein? Varvara Sergueïevna. Laissez maman, c'est même très intéressant. Dites-moi Nastia, c'est vrai qu'il l'a agrandi? Pavel Sergueïevitch. Ma petite Varia? Varvara Sergueïevna. Hein? Nastia, c'est vrai. Un livre que j'ai également lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais dont je ne vous ai pas parlé, je m'en rends compte, puisque je l'ai lu sur liseuse, et quand je lis sur liseuse, parfois j'oublie de vous en parler. Et c'est Songes d'une nuit d'octobre de Robert Zelany, que j'avais découvert grâce à Loli de la chaîne Lolifant. Et c'est un petit peu comme les groseilles de novembre de Kivirac, en fait, chaque jour du mois d'octobre, du 1er au 31 octobre, on a un chapitre. Et que se passe-t-il dans Songes d'une nuit d'octobre, mis à part que c'est une très belle traduction, puisque ça fait penser au Songes d'une nuit d'été de Shakespeare. En fait, durant tout ce mois d'octobre, qui se conclut par la nuit d'Halloween et la nuit des morts, eh bien, Jack l'Éventreur, Dracula, Frankenstein, Rasputin, entre autres, sont séparés en plusieurs équipes, en deux équipes, qui veulent faire revenir sur Terre les anciens dieux, les démons, quelque chose comme ça, on ne sait pas ce qui se prépare, et on suit leurs animaux, en fait, dont Snuff, le chien, on suit un chat, une chauve-souris, on suit les animaux, en fait, de ces protagonistes-là, qui aident leur maître à mettre en place cette grande cérémonie qui est censée appeler les anciens dieux. C'est aussi à nouveau très bien, c'est une manière habile de détourner la littérature horrifique, les Penny Dreadful. C'est une manière aussi de détourner un petit peu Lovecraft. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, si vous cherchez un livre à lire pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge durant tout le mois d'octobre, lisez, découvrez surtout Songes d'une nuit d'octobre de Robert Zelany. Vous m'en direz des nouvelles. En parlant de Penny Dreadful, de littérature gothique, il y a le très très bon en jeunesse La Tante de Frankenstein de Alan Rune Peterson. Celui-ci aussi, pour vous dire, je l'aime tellement que je l'ai adapté en pièce de théâtre pour mes élèves. Et dans La Tante de Frankenstein, on suit Anna Frankenstein, la tante de Victor Frankenstein, le docteur qui a créé la créature, et qui débarque en fait dans la ville de Frankenstein pour remettre en place le château, pour redorer le blason de la famille des Frankenstein qui a été massacrée par Victor et par la créature qui s'appelle ici Frankie. Il y a une série télé, je crois, qui en a été faite dans les années 70 de cette histoire de la tante de Frankenstein, et on y croise des loups-garous, on y croise Igor le serviteur, on y croise le comte Dracula à nouveau. J'aime beaucoup, c'est un livre que moi j'avais découvert quand j'étais en primaire et qui m'a marqué pendant toutes ces années. Je n'ai cessé d'y penser et je l'ai acquis il y a quelques années d'occasion. Et il n'est pas assez lu, vraiment on ne le connaît pas, La Tante de Frankenstein, alors qu'en jeunesse il est vraiment très très drôle. Il a ce côté détournement des vieux films de la Hammer, de ces vieux films d'épouvante des années 20, des années 30, et c'est... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup La Tante de Frankenstein, avec Anna Frankenstein qui est tout le temps à boire son Xérès comme ça dans le château et qui veut tout remettre en place, le comte Dracula qui voudrait avoir une relation plus si affinité avec la tante, les loups-garous qui débarquent, le secrétaire de la tante qui débarque et qui veut absolument, qui est le cartésien, le scientifique de la bande et qui veut convaincre tout le monde que ce qui se passe dans le château n'a rien de scientifiquement viable, les villageois qui veulent mettre le feu au château, Anna qui décide d'organiser une réception pour prouver que Frankie peut lire des poèmes et était une créature sensible. Bref,
C'est très très bon, c'est très très doux. N'hésitez pas à le faire lire à vos élèves de primaire si vous êtes instituteur, institutrice, ça marche très très bien et ils aiment beaucoup. Avant que j'oublie, il faut absolument que vous découvriez Rannouk Levin. J'adore ce que fait Rannouk Levin, c'est très très drôle. J'avais tout un recueil de pièces de Rannouk Levin que j'ai prêté et qu'on ne m'a pas encore rendu, mais je pense notamment à Funérailles d'hiver. C'est à nouveau dans l'univers russe, hein. C'est un auteur polonais je crois, Rannouk Levin, qui est juif, et donc on a toute ces thématiques là et c'est extrêmement drôle. J'adore Rannouk Levin, j'ai lu déjà 2-3 pièces de lui et c'est un auteur qui n'est pas assez connu, c'est un auteur du théâtre du XXe siècle, un grand dramaturge, un grand monsieur qu'il faut absolument lire. Lisez des pièces de Rannouk Levin, c'est drôle, c'est intelligent. On est du côté des auteurs et autrices françaises. Je vous parle de Catherine Dufour avec Blanche-Neige et les lance-missiles quand les dieux buvaient. C'est une réécriture dans la veine rabelaisienne des contes de fées. N'y allons pas par 4 chemins. Si vous n'aimez pas Rabelais, vous n'aimerez pas Catherine Dufour. Mais si vous aimez Rabelais, si vous aimez les contes de fées, ce sera un régal que de découvrir les ouvrages de Catherine Dufour, d'autant plus qu'ils ont été réédités. Si vous aimez Shrek aussi, en fait, je pense vraiment que ça vous plaira. On est dans cette veine-là, et moi j'aime beaucoup Shrek, j'aime beaucoup les Monty Python, on est dans cette veine-là aussi. À nouveau c'est scabreux, parfois il y a du vocabulaire familier, mais les contes sont réinventés avec brio. C'est drôle, ça fait penser un petit peu un grand auteur dont je vous parle juste après, à vous avoir lu l'extrait de Catherine Dufour et de Blanche-Neige et les lance-missiles. Aurore de Bois dormant gratouilla une vitre crasseuse de son ongle noir. Crac. Elle soupira. Les ronces cernaient toujours le château. Certes, depuis que le sortilège avait été levé, ce n'était plus des ronces enchantées, mais une ronce même vulgaire reste une ronce. Ça pique et c'est sinistre. Elle se retourna et le regretta. Certes, depuis que le sortilège avait été levé, le château s'était réveillé. On entendait bien de ci de là quelques servantes encore engourdies qui jouaient du ballet. Mais avant de s'attaquer à sa chambre, elle devait encore décrasser 6 salles de réception, 2 salles de bal et 3 salles d'armes. Il y avait pour 100 ans de poussière sur le plancher, sur le lit, sur les meubles. Crac. Les marraines auraient pu songer à endormir la poussière avec le reste, soupira-t-elle. Les fées, ça ne pense pas à tout. Aurore s'approcha de son miroir, souffla dessus, crac. Après une bonne quinte de tout, elle se pencha sur son reflet. Elle était peut-être jolie sous la crasse, mais ce n'était pas sûr du tout. Elle pouvait être n'importe quoi, avec 100 années de mouton gris jusque dans les trous de nez. Mon doux prince Événal, je n'en puis douter. Nul ne peut avoir sincère appétit à baiser une tant triste face. Elle fit la moue, crac. Oui, votre majesté, c'est vous la plus belle, bégaya le miroir. Aurore surtosta. Une ombre de suspicion passa dans son esprit. Les canons de beauté avaient tant changé que ça? Ou le miroir en voulait-il lui aussi à sa dot? Rien du tout, croissa une mésange posée sur le rebord de la fenêtre. Il est gâteux, c'est l'âge. Quelle étrange voix est la tienne, gentil mésange. J'étais un corbeau de malheur. Certes, depuis que le sortilège a été levé, je suis une mésange de bonheur, mais il y a eu comme un raté au niveau de mon gosier. Je ne sais qui a levé le sortilège, mais il n'est soit pas bien éveillé non plus, marmonna Aurore. Et l'auteur à présent dont je vous parle, bien sûr, c'est Terry Pratchett, avec ses Annales du Disque Monde, qui nous a offert toute une saga truculente, majestueuse, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment grâce à l'enluminé, à une de ses vidéos où elle nous parlait de son amour pour Terry Pratchett, que je vous référence. Et personnellement, je n'ai pas tout lu des Annales du Disque Monde. J'avais commencé avec la 8e couleur et le personnage donc du mage de Rincevent. J'avais pas accroché, mais quand j'ai découvert le cycle des sorcières avec Mémé Cyrine du Temps, Nounou Hogg et Magra Gousse d'Ail, ben, j'ai accroché, notamment donc avec notamment avec ce roman dont je vous avais parlé aussi, qui est 3 sorcières qui réécrit notamment Macbeth, Hamlet, tout ça, qui réécrit les mythes shakespeariens avec les personnages des sorcières. Et Dieu que c'est drôle, et Dieu que c'est bien fait. Je vous avais déjà lu le prologue qui reprend la première scène de Macbeth avec ces 3 sorcières et qui est très drôle. N'hésitez pas surtout à découvrir Terry Pratchett et à lire au moins un des ouvrages de ses Annales du Disque Monde. Il a traité plein de sujets en fait, Pratchett, avec ses Annales du Disque Monde au niveau de la société. Il a traité le foot, il a traité les réécritures de contes de fées, la
il traite le théâtre, il traite la psychologie, les études, l'université, enfin il parle de énormément, beaucoup de sujets de société, Terry Pratchett. Et à nouveau on est dans le Castigat Ridendo Mores. J'espère que vous aurez retenu cette maxime latine par cœur. Si vous êtes juste arrivé jusque là, dites-moi en commentaire, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, dites-moi en commentaire le nom de cette maxime latine, voyons voir si vous avez retenu. Mais vraiment Pratchett c'est un auteur que j'aime beaucoup et je suis contente d'avoir persévéré dans ma lecture de ces annales du disque monde pour le découvrir. Vous me voyez ? Demanda le roi Vérance. Ah oui, très bien même, fit le nouvel arrivant. Les sourcils de Vérance firent des nœuds. La condition de fantôme exigeait apparemment beaucoup plus d'effort mental que celle de vivant. Il ne s'était pas mal débrouillé pendant 40 ans sans avoir à réfléchir plus d'une ou deux fois par jour, et maintenant il fallait tout le temps s'y coller. Ah, fit-il. Vous êtes un fantôme vous aussi. Bien observé. C'est la tête que vous avez sous le bras, dit Vérance, content de lui. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Oh, ça vous gêne? Je peux la remettre si ça vous gêne, fit obligeamment le fantôme. Il tendit sa main libre. Enchanté de vous connaître. Je suis Pot de Chambre, roi de l'encre. Vérance, pareil. Il baissa les yeux pour examiner les traits du vieux roi et ajouta. Je ne crois pas me rappeler votre portrait dans la grande galerie. Oh, tout ça date d'après mon époque, coupa court Pot de Chambre. Vous êtes ici depuis combien de temps alors? Pot de Chambre baissa la main et se frotta le nez. Dans les 1000 ans, dit-il, un soupçon de fierté dans la voix, en tant qu'homme et fantôme. 1000 ans? C'est moi qui ai bâti le château, à vrai dire. Je venais de le faire joliment décorer quand mon neveu m'a coupé la tête pendant mon sommeil. Ça m'a mis dans un état où vous ne pouvez pas savoir. Mais 1000 ans, répéta faiblement Vérance. Et je termine avec le livre qui était au programme du Baroque Lecture de ce mois-ci, donc Heures et malheurs du sous-majordome minor de Patrick DeWitt, que j'ai adoré. On est dans la veine de tous les romans, de tous les précédents romans dont je vous ai parlé tantôt. On se place dans les arbres. Il y a eu un petit côté Grande Budapest Hotel. Alors attention, très légèrement. Là on suit donc le sous-majordome Lucie Minor, qui est un jeune homme qui a beaucoup d'Ichabod Crane aussi dans La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Celui-ci je l'ai pas mis, mais il peut être intéressant aussi et assez drôle, la version folio à 2 €. Et en fait, ici, Lucie Minor n'est pas très doué, n'est pas forcément joli garçon, est très grand, très maigre, il habite dans une petite bourgade, sa mère n'en veut plus. Et Lucie, un petit peu par hasard, va devenir sous-majordome du baron Von Hawks. Baron qui est très malheureux, qui fait une dépression, qui erre la nuit dans les couloirs du château, nu, quasiment fou, depuis que sa femme, la baronne, l'a quitté et est partie. Et Lucie arrive dans ce village-là, il tombe amoureux d'une jeune fille qui est promise à un autre homme, il rencontre des voleurs sur le chemin, il devient ami avec eux. Finalement, Lucie est un personnage qui fanfaronne, c'est un peu un anti-héros, Lucie, il a ce côté-là. Et j'ai beaucoup aimé. On a le personnage du majordome qui est extrêmement philosophique sur la vie, posé sur les choses, qui a toujours des réflexions sur l'existence. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire cet ouvrage-là. Alors attention tout de même, là il y a aussi des veines rabelaisiennes. Vraiment, on est dans du Rabelais à certains moments. Je pense à la scène où le baron, la baronne rencontre le duc, la duchesse et le comte et la comtesse. À la fin, ce repas-là, on est dans du Eyes Wide Shut, enfin dans la ronde, non pas la ronde, c'est La Nuit rêvée, la nouvelle d'Arthur Schnitzler là qui a inspiré Eyes Wide Shut de Kubrick, mais en version rabelaisienne, voilà, pour vous donner une petite idée de l'ambiance. Et bon, moi ça a marché. Je ne vais pas vous lire d'extrait puisque je vous en lirai dans ma prochaine vidéo à propos des prochains ouvrages Baroque Lecture, mais n'hésitez pas à découvrir Heures et malheurs du sous-majordome minor. Je parle de 3 ouvrages que j'aimerais bien lire, qui je pense sont des ouvrages qui vont me faire rire. On a Le Carrousel des maléfices de Jean Ray, qui est un auteur belge très connu du fantastique, et je pense que son fantastique a quelque chose de très drôle, un petit peu à la Ossip Senkowski ou à la Andrew Skivirac, mais peut-être dans quelque chose de plus horrifique. Donc j'ai hâte de le lire et de découvrir celui-là, puisque pour vous dire ce qui m'a donné envie et ce qui me fait dire que ça va être drôle, c'est le diable retiré des affaires revient déguisé en employé du gaz. Voilà, dans une nouvelle, moi je me dis ça peut être pas mal. Et ensuite j'aimerais beaucoup découvrir davantage Romain Gary, et notamment avec son premier roman qui est Le Vin des morts. Le résumé nous dit: dans un souterrain peuplé de squelettes, le jeune Tulipe cherche la sortie. En chemin, il dialogue avec des morts aussi effrayants que grotesques. 3 sœurs maquerelles régissent un bordel d'outre-tombe, des flics tabassent un prévenu jusqu'à le rendre tricolore, un poilu avoue avoir laissé sa place à un Allemand dans la tombe du soldat inconnu. Sous l'influence de Poe, Céline ou Jarry, ce premier roman inédit écrit à 19 ans dépeint la société de l'après-guerre et la crise des années 30. J'aimerais aussi découvrir
Europa de Gary. Dans ce roman étrange et fascinant, chaque personnage est peut-être le fruit du délire des autres. Mais qui rêve qui? Il y a Jean Dantès, ambassadeur de France à Rome, inconsolable de la disparition et de l'avilissement de l'Europe, la vraie, celle du XVIIIe siècle que l'on appelait l'Europe des Lumières. Il y a Malwina von Leyden, aventurière de classe et magicienne qui promène à travers les siècles sa distinction de maquerelle viennoise. Malwina prétend avoir connu les Médicis, Louis de Bavière, Nostradamus, Leibniz et Choderlos de Laclos. Il y a le comte d'Avila, vieux bandit, le baron von Putz sous Sterne, un peu fantôme, image dérisoire du destin. Quelle machination ces personnages surgis de quelques palais baroques où l'histoire les tenait en réserve vont-ils perpétrer contre le trop idéaliste et romantique ambassadeur Jean Dantès? Jusqu'à la dernière ligne, ce roman envoûtant comme un sortilège nous pose ses énigmes et nous invite, à travers sa fable brillante, à méditer sur le passé, le présent et l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire les nôtres. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air très drôle. La libraire m'a dit que vraiment on pouvait trouver des choses très très drôles et très truculentes chez Gary. J'avais déjà un peu entreaperçu ça dans Les Enchanteurs que j'avais lu cette année, tout début d'année 2021. Donc j'espère retrouver la veine drôle de Gary dans ces deux romans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les livres qui m'ont fait rire, les livres qui me font le plus rire. N'hésitez pas à lister en commentaire, vous, les ouvrages qui vous ont fait rire surtout. Je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Voilà, il y a déjà moult vidéos sur les ouvrages tragiques, les histoires d'amour tristes, tout ça, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup. Mais ça fait du bien de rire et de penser au rire en ce moment. Donc n'hésitez pas, surtout. Et si vous découvrez un de ces ouvrages et qui vous a fait rire vous aussi, dites-le moi, j'en serai très heureuse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.